Madame, Monsieur, bonjour. Nous parlerons de la ville de Cotonou dans ce numéro d'histoire. Nous avons entendu dire, par exemple, que Cotonou a été vendu à 20 000 francs or aux Français par le roi Glélé. Qu'en est-il réellement? Nous allons aborder le sujet avec notre professeur d'histoire, le professeur Dossa Sébastien Sotindiop. Il va nous restituer également la réalité sur comment la ville de Cotonou s'est constituée et le rôle que Cotonou a joué avant et pendant la période coloniale. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être des nôtres encore ce matin. Merci. Alors, Cotonou, comment Cotonou a pris corps? Et c'était à quelle époque? D'abord, le nom originel, c'est Okoutonou. C'est Okoutonou qui a donné Cotonou et Cotonou. Okoutonou, depuis le roi Guézo, à la recherche d'un abri clandestin pour continuer la traite négrière, trop surveillée à Ouida, a envoyé des émissaires et ils ont trouvé un monsieur qu'on appelle Okou. Okou, en langue aïzo, c'est Abikou. Ils l'ont trouvé. Et par rapport donc à sa présence, c'est une des versions qui explique l'étymologie de la ville. Donc c'est Okoutonou. Okoutonou depuis donc Guézo, pas même disons depuis Agadia, qui a donc pris Alada, ensuite Saché. Abomey s'est étendu depuis le plateau d'Abomey jusqu'à la côte. Donc depuis ce temps, Cotonou faisait partie du territoire dahoméen. Maintenant, avec Guézo, on a voulu exploiter Cotonou comme abri clandestin pour continuer la traite. Ça n'a pas marché. Et Guézo pratiquement a abandonné, mais c'est toujours un territoire aboméen. C'est sous Glélé que Cotonou a été aménagé avec une administration. Une route a été tracée depuis Abomey jusqu'à Cotonou et des représentants royaux étaient là pour représenter le roi et prendre des impôts. La ville même, avant donc la colonisation française, était administrée donc par Abomey. Il avait le Dahuta, le Da qui reste donc. Il était logé à l'emplacement qu'occupe aujourd'hui la cathédrale Notre-Dame des Miséricordes. C'était là le Agoli. Agoli, c'est le magasin où on entreposait ce qu'on a pris chez les marchands, les commerçants, ce qu'on a pris de la chasse, ce qu'on a récolté donc de la chasse, tout ça là était stocké et convoyé sur Abomey. Donc, Cotonou appartenait au Dahomey. Cotonou appartenait à Abomey avant la colonisation. Et ce Cotonou, c'était quel quartier? Notre quartier, c'était pratiquement un hameau, ce n'était pas donc une ville. La ville de Cotonou est née avec les aménagements, les investissements pendant la période coloniale. Donc Cotonou, avant la colonisation, oui. Cotonou était un hameau, au plus un village, mais administré par les représentants royaux. Les Yekpe, les Asavedo, les Aza, les Azayandi, les Podinoto, etc. C'est eux qui donc représentaient le roi et qui géraient Cotonou. Gérer Cotonou, ça veut dire quoi? Les bâtiments, les navires qui passaient par là payaient un droit qu'on appelle droit d'ancrage, droit de lest, droit d'eau. Et les navires qui faisaient naufrage, c'était donc le bien du roi. On pillait donc, on prenait donc tous les biens des navires naufragés et on les convoyait vers Abomey. Cotonou avait, disons déjà à l'époque, si on peut parler de zonage, il avait deux zones. Il avait le Dahoutaton, qui percevait donc les droits d'ancrage au niveau de la plage, où passaient donc les navires. Il y avait le Da des Camétons, qui s'occupait donc, parce qu'à partir de Saint-Michel jusqu'à Bégamé et autres, c'était la grande forêt, donc il y avait des palmiers.
on cultivait donc le manioc. Et il avait un afro-brésilien, Domingo Martinez, qui a quitté donc Lagos et qui est venu. Il voulait faire la tête négrière, ce n'est pas possible. Il s'est reconverti en exploiteur agricole. Donc, on exportait du manioc, on exportait de l'huile de palme, Cotonou. Donc, c'était un peu comme ça que c'était organisé avant les Français. Les Français ont commencé à s'intéresser à la ville à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, où l'Europe voulait donc conquérir l'Afrique. La pression française sur le roi Glélé pour pouvoir s'installer à Cotonou a commencé en 1864. À la suite de l'échec du premier protectorat français sur Porto Novo au temps du roi Sodi. Sodi a accepté le protectorat en 1863. Ça a été remis en cause par son successeur Mipon en 1864. Dès lors, la France voulait s'installer à Cotonou. La nouvelle est parvenue au roi. C'était toujours par l'intermédiaire des commerçants français déjà installés à Ouida et à Porto Novo que le roi est informé. Donc le roi dit en 1864, pas de problème, les Français n'ont qu'à s'installer pour faire le commerce. Parce qu'en faisant le commerce, ils vont payer des impôts. Et en payant des impôts, le trésor royal va mieux se comporter. Donc, les Français n'étaient pas satisfaits de cet accord verbal. Ils voulaient quelque chose d'écrit. Ce qui a fait qu'il y a eu un traité entre Abomey et la France en 1868. Dans ce traité, il est dit les Français donc peuvent faire le commerce, ils peuvent s'installer. Mais attention, le roi garde les finances, c'est-à-dire les impôts et autres qu'on percevait, le roi continue de les percevoir. Les Français n'étaient toujours pas satisfaits. Et ils vont profiter d'une situation qui s'est créée en 1876 où il y a une crise entre Abomey et Londres. La Grande-Bretagne donc va décréter le blocus des côtes d'Aoumir. Le roi va résister et les Français qui savent que la Grande-Bretagne est déjà présente au Nigeria, puisque le Lagos a été bombardé en 1861 et que la Grande-Bretagne ne cachait pas ses intentions de relier le Nigeria à la Gold Coast, les Français ne voulaient pas que cela se fasse. Donc, la France a servi de médiateur entre Londres et Abomey dans cette crise. Elle en a profité pour modifier le traité de 1868 en traité de 1878. C'était quoi alors, 14 avril 1898. C'était quoi alors la nouveauté Alors, ce traité est important parce que il a été interprété différemment du côté français et du côté abomeyien. Le côté français d'abord. Du côté français, ce traité du 14 avril 1878, pour la France, Cotonou est annexé. La preuve, c'est que la France rattache Cotonou à l'administration du Gabon, oui. Ensuite à l'administration du Sénégal, et finalement, à partir de 1886, la France donc va créer les établissements français du sud, des rivières du sud, et va rendre cette administration autonome. Mais Abomey ne prenait pas les choses. Pour Abomey, le traité de 1878 n'est pas une cession du territoire aboméen, du territoire dahomey. Oui. Parce qu'aucun roi du Dahomey, aucun Badjavi ne peut, de son vivant, fut-il roi, céder une petite partie un morceau du territoire. Il est tenu d'agrandir le territoire et non de céder. Donc, Béhanzin, je dis Béhanzin parce que en 4 décembre 1889... Avant Béhanzin, comment ces traités-là se rédigeaient? Est-ce qu'il y avait des intellectuels du Dahomey qui participaient donc
à la rédaction de ces traités, de ces ententes-là? Comment ça se faisait? Non, qu'est-ce que vous appelez intellectuel? À l'époque, il avait des interprètes. Oui. Des interprètes donc, que les rois utilisaient pour signer ces traités-là. Donc des interprètes qui... Mais des interprètes blancs alors? Des interprètes... pays d'Afrique? Non, ça peut être des mulâtres, ça dit donc les métis là. Oui. Il a donc des interprètes métis, il a donc des interprètes afro-brésiliens, oui, hein, qui étaient donc utilisés. Bon, donc les traités étaient différemment... Les circonstances n'étaient pas trop à l'avantage d'Abomey dans la rédaction de ces traités-là. Pardon? Abomey pouvait être facilement dupé dans la rédaction de ces traités-là. Ah, bien sûr, bien sûr. Il ne comprenait pas grand-chose. Les Européens en étaient conscients, donc les traités d'amitié et de cession, c'était des duperies. Je crois même le feu professeur Karl Emmanuel a fait une thèse sur les traités, les protectorats, les traités d'amitié récoltés en Afrique, soi-disant. Donc, ce traité avait été signé au temps du roi Glélé. Ce traité a été signé, le traité donc de 1878 a été signé au temps de Glélé. De Glélé, oui. Bon, mal interprété. Enfin, différemment interprété. Oui. Je vous ai dit, je commençais donc par vous donner. Vous avez expliqué, oui. Pour la France, donc, c'est une annexion. Oui, mais pour... Et la France a demandé à son vice-consul, qui est à Ouidah, parce que la France a donc un contrôle à Ouidah, il lui a demandé donc d'être le résident français à Cotonou. Il a demandé à ce résident d'hisser le drapeau français. Et quand celui-ci a tenté de le faire, les représentants du roi voulaient le prendre et le mettre en prison. Il n'a dû son salut qu'à sa fuite vers le Nigeria. C'est donc dire que la France savait très bien que le traité de 1878, hein, pour lequel la France promettait une compensation forfaitaire de 20 000 francs. Or, c'est comme ça qu'on a dit que le roi a vendu. Le roi n'a pas vendu un roi, donc le roi du Dahomey ne vend pas son territoire à un étranger. Donc jamais on a vendu Cotonou à 20 000 francs. Donc ce conflit, cette interprétation du côté aboméen, non, ce n'était pas vendu du tout. C'était donc dire à la France, installe-toi, installez-vous, les commerçants, si vous voulez. Il y avait même un camp militaire français, etc. Mais pour Abomey, tout ça là, c'était que la France avait la jouissance des lieux et non être propriétaire des lieux. Mais 20 000 francs à l'époque, c'était important? Oh, de toute façon, c'est la monnaie française, donc c'est eux qui donnaient donc la valeur qu'il faut. Donc ça, c'était un truc forfaitaire, c'est pas important. Mais ce n'est pas vendu. Oui. Hein, pour la France, c'est une indemnité compensatrice. Oui. Abomey dit il n'est pas question. Et c'est ça qui a fait que c'est ça la pomme de discorde entre Béhanzin et la France. Quand son père va mourir en décembre 1989 et que lui prendrait le trône le 1er janvier 1890. Mais Béhanzin n'était pas... connaissait très bien le contenu de ce dossier parce qu'il est nommé Vidaro depuis 1875 et participait à la gestion de l'État. Donc, quand Béhanzin est devenu roi, il dit non, il n'en est pas question. Donc c'est ça finalement qui va entraîner la guerre. Oui. Va entraîner la guerre parce que, entre-temps, Porto-Novo est devenu protectorat français. En avril 1882, et c'est devenu opératoire en juillet 1883. Entre-temps, le Togo, non, avant le Togo, entre-temps aussi, ce qu'on appelle les cités Popo, Grand Popo, Agoué, et puis les entités donc, qui ont se constitué, sont placées sous protectorat français en 1885. Donc, sud-est d'Abomey, Porto-Novo est protectorat. Sud-ouest d'Abomey, les cités Popo sont devenues protectorat français. Oui. Il ne restait que Abomey qu'il faut sauter comme un bouchon, oui, pour avoir directement accès à la mer. C'est ce que les Français vont faire et c'est
cet objectif qui fait qu'on utilise des prétextes comme le traité de 1878. Alors, après la défaite du roi Béhanzin, que sont devenus ses représentants à Cotonou? Bon, donc quand il y avait la guerre, donc la guerre a commencé par Cotonou. Oui. La première phase de la guerre, c'est Cotonou. Pour résumer, c'est 1890. Ça s'est terminé par une trêve, c'est-à-dire cessez le feu, signé le 3 octobre 1890. Comme le Parlement français n'a pas ratifié cet armistice, la guerre a repris en 1892 et le 17 novembre 1892, pardon, 17 novembre 1892, Abomey, donc la capitale, oui, donc du roi du Dahomey, a été donc occupée. Béhanzin donc a pris le maquis, et ce maquis donc a duré 2 ans, il s'est rendu le 22 juin 1894, on a proclamé la colonie du Dahomey et dépendance. Oui. Donc Abomey est défaite. Oui. Ensuite, les représentants royaux, au cours de la guerre, de la première guerre, puis la deuxième guerre, et puis la défaite donc, de Béhanzin, les présidents royaux ont fui. Certains sont partis à Goumen-Calavi, d'autres à Tori, d'autres à Ouida, d'autres à Abomey. Et quand la guerre est finie, beaucoup sont revenus et cette fois-ci se sont installés à Gonga, qui est donc le nom de Kadjeou. Donc ils se sont installés là. Kadjeou ne faisait pas partie du tout de Cotonou. Oui. Kadjeou a été intégré à la ville de Cotonou en 1962, donc après l'indépendance. Oui. Donc pour répondre à votre question, oui, hein, les représentants royaux, la plupart sont revenus à Kadjeou, parce que c'est à Kadjeou que se trouvaient donc les esclaves qui leur labouraient leurs champs. Le champ depuis donc Ouéhiro jusqu'à Fidilossia ici, jusqu'à Godomé. Donc voilà. Et sur place, ils ont organisé une résistance ou alors... Pas du tout, pas du tout. De résistance, non. Ils se sont donc coulés dans la nouvelle administration. Ce qu'ils ont fait, c'est que les chefs de canton, il y a un chef de canton qui était par exemple Yekbe. Oui. Donc au niveau de Kadjeou, il y a un autre chef de canton qui est, je crois, Godomou, à Yenawa, région Tofin. Oui. Parce que Cotonou, l'occupation de Cotonou, ma foi, les Français, quand ils sont arrivés, se sont installés entre la mer et la branche du chemin de fer qui est parallèle à la côte là. Oui. Ils se sont installés là. Et au temps de la colonisation, tenez-vous bien, on appelait ça Yovo-Kodi. Aucun nègre n'a le droit de s'installer là. De l'autre côté des rails? De l'autre côté donc, des rails, c'était donc les marécages et autres. Là, c'est ce qu'on appelle donc la ville africaine. Oui. Donc les indigènes s'installaient là. Donc du côté de Yovo-Kodi, c'était les quartiers qui sont aujourd'hui Patoudoua, etc. Elles vivent. Ah oui, absolument. Vous voyez, c'est curieux. Après l'indépendance, donc le Yovo-Kodi est devenu la partie donc de Cotonou qui est la plus huppée. Oui. Donc Cocotier, ensuite la zone des ambassadeurs, ensuite ça continue après Akpakpa, quartier Jacques. Vous voyez, c'est toujours donc il y a le contraste entre la mer et c'est la partie où justement la ville, le sol est au-dessus de la mer. Il y a très peu de marécages donc dans cette partie-là. Oui. Donc le Yovo a choisi ça pour s'installer. Et l'autre partie, donc la ville noire. Alors, Cotonou a joué quel rôle au cours de la période coloniale? Quand les Blancs se sont installés, ils ont gagné la guerre, ils se sont installés, etc. Cotonou a joué quel rôle dans le fonctionnement de l'administration coloniale? Bon, il faut dire que Cotonou a eu beaucoup de chance et continue d'en avoir parce que c'est la ville qui a enregistré beaucoup d'investissements. Je pose la question parce que c'était Abomey qui était la capitale du Dahomey. Tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est Cotonou qui est la ville la plus développée. Donc forcément, ça tire son origine de cette période-là.
Et après la défaite de Benzin, quel rôle Cotonou a dû jouer dans l'administration coloniale? Quand vous parlez de capitale, il faut faire attention. Quand Abomey est tombé et que le décret donc, du 22 juin 1894 a décrété que l'espace du Dahomey devient Dahomey et dépendance, jusqu'au nord, la France n'était pas encore maîtresse des régions du nord. Les régions du nord ont opposé une résistance farouche qui n'a pris fin, ce n'est pas l'objet donc du débat, oui, qui n'a pris fin qu'à la convention du Niger qui a été signée le 14 juin 1898, qui a déterminé les frontières orientales, oui, de la colonie du Dahomey. Donc, la guerre de colonisation, le colonisateur ne s'est installé réellement sur l'ensemble du territoire qu'à la suite de la même mise sur la région septentrionale qui a opposé une résistance farouche qui a duré jusqu'à 1898. Donc, 1898, la France a déterminé donc les frontières de sa colonie avec la Grande-Bretagne. Déjà en 1897, la France a déterminé les frontières de sa colonie avec l'Allemagne. Oui. Donc, c'est en ce temps-là que l'ensemble donc du pays, qui est une création de la France, a été organisé et l'ensemble du pays a été divisé en 13 cercles. Oui. Le cercle, disons, ça correspond aujourd'hui au département. Oui. Donc Cotonou est un cercle et en même temps une commune mixte. Si bien que celui que le lieutenant-gouverneur de Porto-Novo a mis en place à Cotonou, il est en même temps commandant, comme tous les autres chefs des autres cercles, oui, et administrateur maire de la commune mixte de Cotonou. Administrateur maire qui dépend du gouverneur, parce que c'est lui qui norme. Et on n'appelle pas ces conseillers, on ne les appelle pas des conseillers municipaux, oui, mais c'est la commission municipale, parce que les membres sont également désignés par le gouverneur. Donc Cotonou, vous me demandez Cotonou, comment Cotonou donc s'est émergé. Cotonou n'a pas été la capitale. La capitale, on avait cherché à Abomey, mais à Abomey, il n'y a pas d'eau, la nappe phréatique est si profonde que c'est Porto-Novo qu'on a retenu comme capitale politique donc, du pays. Mais déjà Cotonou sera, à l'époque on parle donc de chef-lieu du territoire. Le gouverneur, le lieutenant-gouverneur résidait à Porto-Novo. À Cotonou, qui est chef-lieu de commerce, parce que Cotonou a déjà donc affirmé, oui, sa vocation commerciale, oui, à partir de la construction du WAF qui a commencé en 1891, qui s'est achevé en 1899. Donc avec la construction du WAF, les bateaux donc peuvent accoster, avec la construction de la grande gare, parce que le chemin de fer a commencé en 1900 et progressivement de Cotonou à Ouida jusqu'à Savay en 1910. Cotonou, qui déjà par sa position s'ouvre directement sur la mer. Cotonou, qui de par sa situation géographique est pratiquement à l'intersection du royaume du Dahomey et de Porto-Novo. Cotonou doté du WAF, Cotonou doté donc du rail, oui, devient donc est relié à l'interland, à l'intérieur du pays. Oui. Les maisons de commerce affluent. Oui. Avant, les maisons de commerce ont commencé par s'installer à Ouida, après Porto-Novo. Mais dès que le WAF a été installé, mais les maisons de commerce sont venues s'installer à Cotonou, et Cotonou devient le relais capital, c'est-à-dire la capitale donc des maisons de commerce, d'où partent les produits vers les succursales. Donc, la naissance de la ville de Cotonou, est due au fait que cette ville, avec la colonisation, est devenue un port. En 1933, l'aéroport a été installé à Cotonou.
donc port, aéroport, et puis le rail va le relier. Donc Cotonou, Aouida, vous connaissez les choses, oui, Abomey, oui, jusqu'à ça va en 1910. Ça va rester donc le terminus du rail jusqu'en 1910. C'est après que le rail donc a été poursuivi jusqu'à Parakou en 1935-36. C'était prévu pour aller à Dosso, oui, mais ça n'a jamais donc chose. Voilà. Donc avec les équipements, le WAF, le rail, Cotonou donc desservi, les maisons de commerce sont donc installées. Ils ont fait donc de Cotonou leur capitale, à partir duquel donc ils reçoivent donc les produits et les dispatchent donc dans leur succursale, etc. C'est ça qui a donné naissance donc à Cotonou. Merci professeur, merci pour le cours d'histoire de ce jour. Madame, monsieur, nous espérons que vous avez aimé, que vous avez adoré. Merci de nous suivre sur BMTV.